Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 9h à Bamako, la même heure à Ouagadougou et à Dakar. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. C'est un message au ton rassurant. Dans son adresse du Nouvel An, le président de la transition annonce de belles perspectives pour 2026 et rappelle les faits majeurs de 2025. Sur le continent, politique, économie, justice ou encore social sont mis en avant par des chefs d'État dans leur message de Nouvel An. Un tour d'horizon dans cette édition. C'est un métier qui semble bien nourrir son homme, celui de Parker. Son travail, garder les engins d'autrui moyennant quelques pièces d'argent. Immersion dans le quotidien des acteurs du secteur qui n'est pas du tout repos. Elle fait saigner le Mali chaque année. La corruption est une hémorragie qu'il faut stopper pour ne pas compromettre tout effort de développement. Comment se manifestent des phénomènes? La réponse dans la chronique judiciaire. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Une année s'achève, une autre commence. Celle de 2025 a été riche en événements. Dans son discours du Nouvel An, le président de la transition rappelle les faits majeurs, souligne les défis rencontrés et annonce de belles perspectives pour 2026. Retour sur les grandes lignes du message présidentiel avec Mahamadou Kone. 2025 a été une année d'épreuve, surtout sur le plan énergétique et économique, indique le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui reconnaît que durant la même année, les Maliens se sont montrés patriotes et résilients. En évaluant le chemin parcouru, le chef de l'État salue la mémoire des martyrs civils et militaires, tout en exprimant sa solidarité aux blessés et aux familles endeuillées. Les perturbations survenues dans l'approvisionnement du pays en carburant suite à des attaques terroristes contre des camions-citernes retiennent encore l'attention. Une occasion pour le président de la transition de reconnaître l'engagement et la détermination des opérateurs économiques, chauffeurs et apprentis, mais aussi des forces armées et de sécurité qui ont su limiter les dégâts. Le gouvernement, précise-t-il, a été à la hauteur dans la coordination. En 2026, le Mali poursuivra son chemin bien tracé vers la souveraineté en vue de garantir un développement harmonieux. Rien ne devrait l'arrêter, ni même les pressions, les tentatives d'isolement ou autres manœuvres d'influence. C'est la conviction du général d'armée Assimi Goïta qui voit plus loin avec la vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le Mali et les Maliens ne sauraient gagner ce combat dans l'insécurité. Les forces armées de sécurité le savent, d'où leur combat sans relâche contre le terrorisme et le crime organisé. Le président Goïta salue la bravoure, la discipline et le professionnalisme des militaires qui ont engrangé des résultats significatifs en sécurisant plusieurs zones et en imposant l'autorité de l'État. Fier de tout cela, le chef suprême des armées en appelle à la vigilance et au don de soi. Le Mali, fort heureusement, conjugue ses efforts avec ses voisins du Burkina Faso et du Niger dans le cadre de la Confédération AES pour pacifier toute la zone. Les trois pays ont mis en place une force unifiée pour défendre l'espace commun et protéger ses peuples. 2025, pour le président de la transition, c'est aussi l'adoption de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, la nouvelle phase du programme DDRI, désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Un programme qui a permis de recevoir des dizaines de milliers d'ex-combattants. Tout ceci fera dire au chef de l'État que les solutions maliennes sont les plus viables pour surmonter les difficultés et incompréhensions entre Maliens. Dans la même dynamique, le général d'armée Assimi Goïta insiste sur la renaissance culturelle, l'éducation aux valeurs, mais aussi l'officialisation de nos langues nationales et la valorisation des légitimités traditionnelles. Le Mali devant compter d'abord sur ses propres moyens, le président de la transition prône la justice et la bonne gouvernance avec comme socle la lutte contre la délinquance économique et financière, la corruption et l'impunité. Sur un tout autre plan, le président Goïta promet en 2026 l'ouverture des concertations autour de l'avant-projet de loi déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques. En matière d'économie, le Mali tient bon malgré les sanctions et les contraintes sécuritaires
La croissance est soutenue, l'inflation est maîtrisée, la dette est soutenable. Et le président de se féliciter du retrait du Mali de la liste grise de Gafi, le groupe d'action financière, renforçant ainsi la crédibilité du pays. Les efforts se poursuivront avec la digitalisation des recettes publiques, une meilleure gestion des ressources minières conformément au nouveau texte. La richesse devant profiter d'abord aux Maliens, selon le président de la transition. Parallèlement, les autorités ayant souci de protéger le pouvoir d'achat des populations ont maintenu les subventions sur certaines denrées essentielles et l'énergie. Le chef de l'État affirme que grâce à des initiatives entrepreneuriales, des dizaines de milliers d'emplois ont été créés, principalement pour les jeunes, l'avenir du pays. Pour lui, la crise énergétique nous impose une diversification des sources d'énergie, alors que le capital humain doit être au cœur des actions, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle. 2026, conclut le président de la transition, sera l'année de la consolidation, de la conquête du bien-être et du progrès. Oui, du progrès dans un Mali en paix et réconcilié. Une autre priorité qui tient à cœur le chef de l'État. Occasion pour le général d'armée Assimi Goïta de saluer la bravoure, la discipline et le professionnalisme des forces armées maliennes dans le combat contre les groupes terroristes. Pour lui, la paix véritable ne s'impose pas, mais elle se construit. La paix durable demeure la condition première de tout progrès. C'est le sens du combat héroïque mené chaque jour par nos forces armées et de sécurité contre le terrorisme et le crime organisé. Je salue leur bravoure, leur discipline et leur professionnalisme. La nation ne les oubliera jamais. Mener une guerre asymétrique est une épreuve redoutable. Mais face à la menace, nous avons choisi de rebâtir notre outil de défense. Des avancées significatives ont été enregistrées, des zones ont été sécurisées, la liberté de mouvement s'est améliorée et l'autorité de l'État poursuit son rétablissement. Et cette dynamique dépasse nos frontières nationales. Avec nos frères du Burkina Faso et du Niger, nous avons franchi une étape déterminante avec l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES et la mise en place d'un dispositif opérationnel coordonné. Face à l'ennemi commun, notre solidarité s'est traduite en actes, protéger nos peuples et défendre notre espace commun. Nous savons aussi que la paix véritable ne s'impose pas, elle se construit. Elle exige la vérité, le dialogue et la confiance entre Maliens. L'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale marque une étape décisive, celle d'un processus de paix endogène porté par notre volonté collective. Dans ce cadre, une nouvelle phase du programme du DDRI a été engagée avec un recrutement spécial et la réinsertion des milliers d'ex-combattants, notamment à Ménaka, Kidal, Mopti, Ségou, Gao et très prochainement Tombouctou. Dans son adresse à la nation, le président Goïta n'est pas passé sous silence la crise énergétique, notamment les perturbations dans l'approvisionnement du pays en carburant, face à laquelle le peuple malien a fait preuve de résilience et de dignité selon le chef de l'État, qui rend également hommage aux forces armées maliennes, aux chauffeurs et apprentis pour les sacrifices consentis. Je vous propose de l'écouter. L'année 2025 a été une année de preuve, notamment sur les plans énergétiques et économiques. Elle a également été une année de vérité, celle qui révèle dans l'adversité le patriotisme et la résilience indéfectible des Maliennes et des Maliens. Je rends un hommage appuyé à notre peuple pour sa dignité, sa patience et sa détermination. Depuis plusieurs mois, notre pays subit d'importantes perturbations dans son approvisionnement en carburant, consécutives à des attaques répétées contre des convois vitaux. Parallèlement, une campagne de désinformation a tenté d'installer le doute, la peur et la division. Elle n'a fait que renforcer notre prise de conscience collective et consolider notre dynamique de résistance. En ces instants solennels,
Je salue la bravoure de nos opérateurs économiques, de nos chauffeurs et de leurs apprentis, qui, au péril de leur vie, ont assuré le ravitaillement du pays. Je félicite nos forces armées et de sécurité, ainsi que le gouvernement, pour la coordination de la réponse nationale ayant permis d'éviter des ruptures majeures de carburant. Vous venez de l'entendre, le président de la transition rend hommage aux forces armées maliennes pour leur détermination à combattre les forces du mal. Même tonalité au Burkina Faso, où le capitaine Ibrahim Traoré se réjouit de la reconquête de plusieurs villages par les FDS. Au Togo, le président Faure Gnassingbé estime que la continuité de l'État et des institutions est essentielle. C'est pourquoi, dit-il, il est resté à la tête de l'exécutif. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara met également en avant la stabilité institutionnelle et la continuité du pouvoir. Il a félicité les Ivoiriens pour des scrutins présidentiels et législatifs qu'il qualifie de transparents et crédibles. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye affirme que des réductions drastiques des dépenses publiques ont été engagées et annonce les réformes de la justice et annonce que les réformes de la justice interviendront en 2026. L'adresse à la nation constitue un rendez-vous institutionnel majeur puisqu'elle permet au président de la République de dresser le bilan de l'année écoulée, de fixer les caps et d'annoncer les grandes orientations à venir. Les Guinéens de leur côté sont restés contre toute attente sans message présidentiel pour clore 2025. Au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema souligne que 2025 a été l'année de la légitimation par les élections. Il félicite les Gabonais pour l'avènement de la 5e République après l'organisation d'élections législatives, sénatoriales et présidentielles. Au Cameroun, le président Paul Biya remercie la population pour sa confiance et annonce mettre en place un gouvernement dans les jours à venir. Au Tchad, le président Mohamed Idriss Déby Itno exhorte les magistrats à redorer les blasons de la justice du pays, souvent accusés d'être inféodés au pouvoir politique et minés par la corruption. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso évoque longuement l'élection présidentielle prévue en mars 2026. Un rendez-vous aussi sensible que déterminant pour le chef de l'État congolais qui appelle à une élection apaisée. Enfin, Madagascar, le président de la transition annonce plusieurs mesures, notamment la construction de 2 barrages hydroélectriques, des routes et l'installation des panneaux solaires, des annonces dans un pays où les urgences sociales restent nombreuses. AES Actualité. Dans l'actu de l'AES, direction le Burkina Faso, où l'Assemblée législative de transition adopte la loi de finances 2026. Elle se chiffre à plus de 7 000 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses. La part allouée au secteur de la défense et de la sécurité connaît une diminution, passant de 27,76% en 2025 à 24,87% en 2026. La raison dans le compte rendu de Lazare Sanou de la radio du Burkina. Ce budget a été élaboré sur la base des orientations prioritaires et des choix stratégiques budgétaires définis par le gouvernement. Ce budget exercice 2026 présente plusieurs avancées notables. Aboubakar Nakanambo, ministre en charge des Finances. Le fait marquant, c'est que le niveau de déficit a baissé. Il est inférieur donc au taux qui est prévu, qui est de 3%, la référence donc en termes de normes au niveau de l'UEMOA. Ça montre que l'État fournit beaucoup d'efforts en termes de mobilisation des ressources souveraines pour faire face donc aux dépenses. L'épargne budgétaire qui a été améliorée, donc qui est plus de 600 milliards, qui permet de dégager donc des ressources pour faire face aux investissements. Et à côté de cela, bien sûr, il y a une allocation stratégique du budget sur les secteurs essentiels. Le secteur de la défense et de la sécurité, on a alloué plus de 24%. Le secteur de la santé, plus de 12%. Le développement du capital humain à travers, bien sûr, tout ce qui est éducation. Nous avons alloué donc plus de 20% et autour de 6% pour le secteur agricole, le secteur rural de façon générale. Et nous escomptons un taux de croissance de 6,6% pour l'année 2026. Les acquisitions en moyens logistiques et en armement au profit des forces combattantes ces dernières années ont permis de revoir à la baisse le budget de la défense. Comme vous le savez, sur les 2 dernières années, il y a eu beaucoup d'équipements donc, de nos forces. Bien sûr, l'équipement continue, mais ça ne continue pas donc avec le même rythme. Mais ce qu'il faut dire, en termes de pourcentage, ça a baissé, mais comme les ressources ont augmenté de façon substantielle, en réalité, en termes de valeur absolue, on ne connaît pas de baisse. Donc, nous pouvons dire que la reconquête du territoire reste toujours la première priorité
et tous les efforts seront fournis pour que cette reconquête soit une réalité. En vue d'améliorer davantage le recouvrement des recettes ordinaires, le gouvernement poursuivra la modernisation des procédures au niveau des régies des recettes et parachèvera les réformes visant à accroître de manière substantielle l'assiette fiscale. Du Burkina Faso, rendons-nous au Niger, précisément dans la région de Dosso, où le gouverneur lance la campagne régionale d'enregistrement des communes sur l'enregistrement universel des naissances. Cette campagne vise à garantir à chaque enfant une identité juridique. C'est ce que nous dit Anatou Ali Soumeila de la Voix du Sahel. L'enregistrement universel des naissances dans les communes de la région de Dosso au centre de cette importante rencontre qui a ouvert ses travaux. Ensuite, aux représentants de l'UNICEF de saluer cette initiative des plus hautes autorités de la refondation d'enregistrer le maximum des enfants au Niger. En lançant officiellement cette campagne régionale d'engagement des communes de la région de Dosso sur l'enregistrement universel des naissances, le gouverneur de la région dira que cette action vise à garantir une identité juridique à chaque enfant. Le colonel-major Bana Lassane: l'enregistrement de naissance est un droit qui garantit une identité juridique à chaque enfant et un accès aux services fondamentaux tels que la santé, la protection sociale et l'éducation. Toutes choses conformes au programme de refondation de la République de son Excellence, le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État. C'est pourquoi il est important de mobiliser l'ensemble des communes à l'accomplissement de leurs obligations d'enregistrement de naissance et de délivrance des actes y afférents. Le colonel-major Bana Lassane a exhorté les premiers responsables des différentes communes de respecter leur engagement et surtout d'attacher du prix aux principes et aux valeurs contenues dans la politique nationale de l'état civil. Retour ici à Bamako, où ils deviennent de plus en plus nombreux devant les édifices publics et privés. Entendez par là les parkings des motos qui servent de stationnement des engins des usagers de ces services, moyennant quelques pièces d'argent. Pour les usagers, c'est pour mieux sécuriser leurs motos des vols et autres incidents malheureux. Pour les gérants des parkings, c'est un emploi qui permet de gagner sa vie. Entre gestion des flux, protection des engins et contact direct avec les usagers, le quotidien des parkers est bien chargé, comme nous raconte Adam Kone dans le grand format de cette édition. Il suffit de s'arrêter un instant devant un parking pour comprendre. Ce n'est pas simplement un lieu de garde de moto, c'est un décor où chacun rejoue sa journée. Les parkers, eux, y tracent leur routine, entre poussière, eau de klaxon et patience. Un quotidien discret, mais qui en dit long sur la cadence des activités dans notre ville. Khalid Diarra et Mauricine Koulibaly, tous deux parkers, racontent leur quotidien ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés en pleine période de crise des carburants. Khalid Diarra. Notre travail consiste à bien accueillir les clients. S'ils viennent, nous gardons leur moto. Ce moment est très difficile car nous ne parvenons pas à subvenir à nos besoins à cause de la crise du carburant. En temps normal, nous pouvons gagner entre 4 000 francs, 10 000 francs, voire 15 000 francs par jour. Le premier rôle d'un parqueur est de sécuriser les engins. Il doit bien accueillir les clients malgré les tempéraments des uns et des autres. Nous parvenons à subvenir aux besoins de nos familles, mais actuellement, les temps sont durs à cause de la crise de carburant. De son côté, Alfoussine Diarra, également parqueur, parvient lui aussi à subvenir à ses besoins grâce à ce métier. Nous sommes des parqueurs. Notre rôle consiste à bien garder les motos et les arranger. Dieu merci, nous parvenons à subvenir à nos besoins. La seule difficulté que nous rencontrons est le fait que certains clients gardent très mal leurs motos. Ousmane Ba et Demba Diarra, tous deux clients du parking, réclament une baisse du tarif. Je peux faire 4 à 5 va-et-vient dans la journée. Donc à chaque fois que je viens, je dois garer ma moto au niveau du parking. Et à chaque fois que je prends la moto, je dois payer aussi. Donc le parking, c'est 200 francs. Donc imaginez, 4 à 5 fois 200 francs. Bon, je garde ma moto au niveau du parking, ça c'est pour la sécurité. Voilà, c'est pour que la moto puisse être entre les bonnes mains. Quand je ne suis pas là, ne pas m'inquiéter ou que quelqu'un vienne détruire quelque chose. Pour moi, le prix est vraiment élevé parce qu'auparavant c'était 100 francs. Maintenant, c'est venu à 200 francs.
Demba Diarra. Je gare ma moto au parking pour la sécuriser. Le prix est de 200 francs l'unité, mais je demande au parqueur de réduire à 100 francs car nous sommes devant un hôpital et nous pouvons faire beaucoup de va-et-vient dans la journée. Si à chaque fois il faut payer les 200 francs, ce n'est pas facile. En revanche, Marie-Bernadette Damili trouve le prix du parking raisonnable. Pour la sécurité, parce que nous dans la moto. Je gare ma moto au parking pour la sécurité. Quand on la gare au marché, on risque de se faire voler. Le prix du parking varie entre 100 francs et 200 francs selon le temps passé au marché. Je trouve les prix raisonnables. Contrairement à l'opinion publique, les parqueurs ne versent aucune taxe aux services fiscaux à la fin du mois. Non, nous ne prenons rien du tout. Oumar Kanté est directeur à l'Institut supérieur des techniques économiques, comptables et commerciales. Mais seulement lorsque une moto se perd dans la cour, pendant que c'est eux qui doivent garder cela, dans le contrat, il est dit qu'ils doivent payer. C'est ça qu'on nous dit. Deux, encore, on les a demandé que chaque mois, qu'ils donnent 10 000 francs au bureau des étudiants pour alimenter leur bureau. Quand les rues se vident, leur mission s'achève, mais leur rôle, lui, ne s'arrête jamais. Demain, les parqueurs seront encore là, gardiens silencieux d'un désordre qui commence. Chronique judiciaire. C'est une hémorragie qu'il faut stopper pour ne pas compromettre le développement. Entendez par là la corruption qui impacte négativement la cohésion sociale et la sécurité collective. Un phénomène qui fait perdre au Mali des centaines de milliards de francs CFA. Des sommes qui pourraient servir à répondre aux besoins essentiels et vitaux des populations. La chronique judiciaire de ce jeudi s'intéresse à la pratique aux conséquences multiples. Elle est signée Garibou Pérou. Elle ne fait pas toujours de bruit, elle n'annonce pas son arrivée. Pourtant, partout où elle s'installe, la corruption laisse derrière elle des ruines. En ville comme à la campagne, au sein des administrations publiques comme dans les entreprises privées, elle agit souvent à visage découvert, défiant les règles et les institutions. Ce détournement de pouvoir exercé au profit de quelques-uns compromet l'intérêt général et fragilise les fondements même de la société. Draman Yakouba Diallo, directeur du projet LUSEG. Les conséquences de la corruption sont multiples. D'abord, si vous prenez sur le plan social, la corruption aggrave les inégalités. Elle entrave le développement social. Elle diminue les capacités de l'État à fournir des services publics de qualité aux communautés, notamment sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de l'énergie. La corruption est pour beaucoup dans cela. Et sur le plan de la sécurité, la corruption diminue les capacités de réponse à la sécurité au niveau du pays. Si vous prenez le plan de la cohésion sociale, les tensions que nous avons au niveau communautaire sont très souvent dues à l'insuffisance des moyens d'existence. Nous avons besoin de plus d'infrastructures, que ce soit au niveau urbain ou au niveau rural. Et le simple fait qu'il y ait beaucoup de compétition autour des ressources qui sont disponibles fait qu'il y a beaucoup de tensions. Et ces tensions peuvent s'aggraver, aller de simples discussions jusqu'à des affrontements et même parfois des conflits armés. Comparable à une pandémie moderne, la corruption ne connaît ni frontières ni secteur. Routes inachevées, écoles délabrées, hôpitaux sous-occupés. C'est un fléau devenu pour beaucoup le mal du siècle qui fait fuir les investisseurs. C'est la mère de tous les maux. Un pays qui est qualifié de corrompu attire très peu d'investissements. Et quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement possible. La corruption revêt de multiples visages, pots de vin, abus de pouvoir ou favoritisme. Face à ces fléaux, il faut une mobilisation collective. La corruption se manifeste de plusieurs manières. D'abord, ce qui est très fréquent, c'est que les populations se retrouvent face à quelqu'un qui a un pouvoir qui lui est conféré par la loi. Et cette personne abuse de ce pouvoir pour extorquer de l'argent ou d'autres avantages qui sont indus, que nous pouvons rencontrer tous les jours à tous les niveaux. Il y a d'autres manières où vous allez trouver de surfacturation, des services qui ne sont pas rendus mais qui sont payés. Tout ça concourt vraiment à la corruption. Au-delà de ça, au niveau des recrutements, vous allez voir que quelqu'un qui n'a pas le niveau se retrouve à un poste, alors que ceux qui ont le niveau, qui le méritent, n'y ont pas accès, juste tout simplement parce que la personne a quelqu'un qu'il connaît et que cette personne a un pouvoir. Et ce pouvoir lui permet d'opérer
des irrégularités. Véritable cancer économique et social, la corruption ronge la société de l'intérieur, affaiblissant l'état des droits et creusant les inégalités. S'engager à combattre ce poison silencieux, c'est bien plus qu'un acte civique. C'est un combat pour la justice, la transparence et la dignité humaine. C'était la chronique judiciaire et c'était la signature de Garibou Pérou, chronique qui met d'ailleurs un terme à cette édition, la première de Mali Actualité. Elle vous a été servie par Fousseni Sissoko à la mise en onde, à la mise en ligne Badi Touré et au micro Bourama Traoré. Retrouvez juste après moi Abdul Karim Kaba pour le journal de la Cannes. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous, où que vous soyez.